on est devenus de plus en plus les éditeurs et les éditrices de notre propre fil d'information. C'est vrai, hein? Oui, vous avez remarqué. Et en tant que consommateur, consommatrice de nouvelles, on a un grand pouvoir, et il ne faut pas l'oublier, qui est d'exercer notre sens critique. Et d'exercer notre sens critique quand on parcourt les nouvelles au quotidien. Et c'est ce qu'on va faire ce soir, ensemble, face à des nouvelles pas tout à fait fausses, pas tout à fait vraies. On va exercer notre sens critique à l'aide de mentors de choix, et j'ai nommé des journalistes qui collaborent avec l'actualité. On est très heureux de les avoir avec nous. Donc, le sens critique, c'est précisément ce que l'actualité et le bureau du scientifique en chef ont en commun parce qu'il est au cœur du métier de chercheur et au cœur du métier de journaliste. Avant de commencer, j'aimerais que nous accueillions pour une courte discussion les deux instigateurs de cette rencontre, c'est-à-dire le rédacteur en chef de l'actualité, M. Charles Grandmont, ainsi que le scientifique en chef du Québec, M. Rémi Quirillon. On les applaudit. Bonjour à tous. Merci d'être ici avec nous. Effectivement, on nous a dit de parler près du micro pour être sûr que les gens à la maison ou en transit ou peu importe où qu'ils soient pour nous écouter puissent bien nous entendre. Donc, je ne dois pas tourner la tête comme ça quand je vous regarde, M. Quirillon. Je vais mettre mon micro ici. Il faut se regarder dans les yeux. Exactement. Alors, on va prendre quelques minutes pour un petit peu mettre la table à l'activité de ce soir. Poursuivre, dans le fond, Julie a déjà bien placé le sujet. Effectivement, on sent qu'on de plus en plus autour de nous une espèce de tourbillon informationnel là, qui nous submerge depuis quelques années, causé notamment évidemment par la montée des médias sociaux, qui fait en sorte que la parole, le récit, la production journalistique maintenant cohabite avec vraiment noyée dans une mer de contenus différents, de sources différentes, pour le meilleur et pour le pire aussi. Et effectivement, le citoyen, on est placé aussi maintenant, je suis un rédacteur en chef parmi des millions d'autres aujourd'hui, parce que chacun d'entre nous, on doit faire nos propres choix. Ça peut devenir un petit peu, ça peut donner le vertige. D'autant plus qu'on entend beaucoup parler maintenant, ces dernières années, les inquiétudes liées à cette situation-là ont augmenté. On parle maintenant, bon, évidemment, toutes les inquiétudes sur les fausses nouvelles. Maintenant, on entend même dire qu'on est dans une ère de post-vérité, parce que c'est rendu impossible de discerner le tout. Monsieur Quirillon, je suis curieux de savoir, le citoyen Quirillon qui regarde ça, est-ce qu'il dort bien? Est-ce que vous êtes inquiet? Moi, je suis toujours très optimiste. Et c'est pour ça que je voudrais remercier les gens dans la salle, vous dire merci d'être là. Aujourd'hui, on vient de lancer le programme Engagement. Donc, on veut engager le citoyen, la société civile, à être partenaire avec des chercheurs sur des projets de recherche, la co-construction de projets de recherche. Pourquoi on fait ça? Une des raisons, c'est de familiariser le citoyen avec la méthode scientifique. Ce n'est pas le résultat du jour qui compte, souvent ce qu'on voit dans les premières pages ou sur les médias sociaux, c'est plutôt l'approche, la méthode scientifique qui est très importante, et on pense qu'avec un programme comme Engagement, on peut aller vers ça. Depuis quelques années aussi, on est partenaire, je vois ici dans la salle, là, détecteurs de rumeurs. Le réseau des universités québécoises avec les fonds de recherche travaille en partenariat et l'équipe des détecteurs de rumeurs font un travail fabuleux. On a lancé un programme dialogue, il y a des conversations, etc., etc. Donc, nous, ce qu'on essaie, c'est de trouver de nouvelles façons. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un peu dans ce sens-là, pour informer, peut-être un peu différemment, nos concitoyens. Bien sûr, il y a de l'inquiétude par rapport aux fausses nouvelles. Je pense que la démocratisation de l'information, vous le saviez mieux que moi, ça cause encore certains problèmes. Là, on entend parler beaucoup de la survie des médias peut-être plus traditionnels, et c'est quand même inquiétant. Mais je pense qu'au point de départ, c'est très positif de démocratiser l'accès à l'information. Là, je pense qu'on est peut-être dans la période un peu plus négative de tout ça. Fausses nouvelles, fausses vérités. Comment être capable pour le citoyen Quirillon de reconnaître ce qui semble être plutôt vrai de ce qui est plutôt faux.
Et souvent, on prend l'exemple, par exemple, ce que le président au sud d'ici peut dire, ce que M. Trump peut dire et tout ça. Là, on est dans la période peut-être d'exagération. Je suis assez optimiste que M. Trump et les gens qui font à peu près le même, qui utilisent les médias un peu de la même façon, vont nous aider à revenir à quelque chose d'un peu plus... On dit, OK, là, on commence à comprendre comment ça fonctionne, les réseaux sociaux. Il faut peut-être être capable d'analyser ça davantage pour ne pas nécessairement dire que, oui, là, j'ai lu ça quelque part, ça doit être vrai. Donc, de commencer à se poser des questions, c'est pour ça qu'on a des programmes comme Engagement et autres, et d'avoir des personnes comme vous à l'actualité dans d'autres médias qui sont capables de relativiser peut-être l'information scientifique du jour, je pense que c'est très important. C'est intéressant de prendre un recul, effectivement, puis de voir, bon, on est un peu omnibulé par l'instant souvent, et on se dit, bon, aujourd'hui, ça va mal, mais si on regarde la courte histoire des médias sociaux, déjà, on est déjà dans un deuxième cycle un peu de ces réseaux sociaux-là, qui, dans un premier temps, on les voyait très positivement, qui apportaient un vent de liberté, qui permettait de libérer la parole citoyenne dans des endroits du monde. Là, bon, il y a les méchants maintenant qui sont mis sur Twitter aussi. Puis là, mais maintenant, on va développer des anticorps, on espère, contre ça. Vous parlez du programme Engagement au Québec. Je suis curieux de savoir votre opinion. Est-ce que vous pensez que les Québécois, bon, on aime ça se penser bon, mais est-ce que vous pensez que... comment se porte le sens critique des Québécois par rapport à d'autres populations sur Terre? Est-ce qu'il y a des indicateurs qui nous permettent de dire, de se péter les bretelles un peu, puis de se dire, bon, ben oui, on est un petit peu plus intelligent, moins crédule que les autres, ou au contraire, est-ce que, justement, ça prend un programme Engagement parce qu'on a du retard? Plus intelligent, je n'irais pas là. Je pense que ce serait peut-être assez dangereux. Peut-être ce qu'on peut dire, je pense que les Québécois, on n'est pas les seuls, mais quand même les Québécois, curieux, assez curieux, et encore une confiance aux chercheurs, à la recherche, à la science, qui est quand même élevée. C'est sûr, on a perdu un petit peu, là, et des fois, on va faire des premières pages avec ça, parce que ça va peut-être vendre un peu de papier. Mais par rapport à d'autres spécialités, on ne parlera pas des politiciens, là, mais même les journalistes, les scientifiques sont quand même encore très, très hauts là-dedans. On a vraiment une grande chance ici, beaucoup de curiosité des Québécois à en savoir plus, à connaître un peu et à s'impliquer. Ce qu'on voit avec le programme qu'on a lancé aujourd'hui, Engagement, on va être submergé de propositions de recherche et on n'aura pas les moyens d'en financer suffisamment. Donc ça, c'est plutôt mon travail par la suite de m'assurer de taux de succès adéquats. Là. Mais je pense qu'on doit travailler avec nos concitoyens. Je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt, il y a beaucoup de curiosité face à la science, face à la recherche. Et si on leur donne un petit peu de moyens, on peut bâtir là-dessus pour contaminer un peu tous les autres. Là. Et je pense que les jeunes, en particulier, souvent été comme ça depuis longtemps, mais travailler avec les jeunes là-dedans, puis vraiment les amener à dire, bien, je vais essayer de convaincre mon père et ma mère, là, du côté, par exemple, des changements climatiques. Ouais, au Québec, est-ce qu'on est moins... Est-ce qu'on est plus porté qu'ailleurs dans le monde à croire la science derrière les changements climatiques? Est-ce qu'on le sait, ça? Je pense qu'on est certainement dans les très bonnes moyennes, les Scandinaves aussi très certainement. Il y a moins de scepticisme ici de ce côté-là. Mais par contre, maintenant, il faut donner des moyens aux citoyens de s'impliquer là-dedans. Et je le dis assez souvent à mes patrons, là, mais même plus haut, ça n'arrivera pas aux Nations Unies. On a des grandes COP et ces histoires-là, c'est super, il faut être partenaire là-dedans. Mais ça n'arrivera pas là. Ça n'arrivera pas à Ottawa, ça n'arrivera pas à Québec. Il faut que le citoyen s'engage. Oui, c'est l'impact que ça a sur moi, les changements climatiques. Qu'est-ce que je peux faire, moi, très concrètement? Donc, il faut vraiment, avec les villes, c'est peut-être au niveau des villes, des villages, qu'on va réussir à faire quelque chose. Et je pense que la jeune génération, c'est avec eux, ceux d'entre vous qui avaient des jeunes enfants, là, ils vous, probablement, si vous vous utilisez un peu de plastique, là, ils vous passe au cash, c'est pas trop long. Là. Fait que je pense qu'avec la jeune génération, moi, encore une fois, je suis très optimiste, toujours optimiste, mais je pense qu'on est assez chanceux de ce côté-là au Québec, d'être capable d'engager le citoyen, et on espère que par la suite,
le reste du Canada va nous copier ou d'autres régions dans le monde aussi vont nous copier. Je vais tester votre optimisme une autre fois. On dit souvent qu'en temps de guerre, la première victime, c'est la vérité. Ce dicton s'applique aussi aux campagnes électorales. Et là, justement, on vient d'entrer là-dedans. Qu'est-ce que vous pensez quand vous voyez la dynamique électorale? Quel regard vous portez sur les campagnes électorales en tant que scientifique et en tant que héros de la pensée critique? Bien, je disais que le Québécois, je dirais le Canadien moyen, entre guillemets, aime la science, est curieux. Malheureusement, à l'intérieur, dans le cadre d'une campagne électorale, la science est rarement là. Très rarement là. Hein, la dernière campagne au Québec, on en a parlé un tout petit peu, mais très, très peu. Je ne m'attends pas que ça fasse les premières pages dans la campagne électorale au fédéral. Donc, ça devrait peut-être le faire plus, le faire davantage. Et là, c'est peut-être là qu'on a un rôle, nous, chercheurs, et aussi les journalistes qui parlent de science, qui parlent de recherche, de tenter d'impliquer davantage nos futurs députés, peut-être considérer la recherche, considérer la science comme étant une partie très importante des activités d'une société et établir là-dessus là, pour le futur développement de notre société. Mais on est loin de ça encore aujourd'hui. D'accord. Une dernière question, une prédiction. Le camp d'entraînement du Canadien vient de commencer. Qu'est-ce que vous prévoyez pour la fin de saison? Ah, bien ça, c'est basé sur la science. Je dirais que j'espère que les Canadiens vont faire les séries, mais ça ne sent pas la coupe du tout. Et c'est pour ça que de plus en plus, je m'intéresse au tennis. J'ai laissé tomber. Je suis désespéré du hockey. C'est bon. Bien, merci beaucoup, M. Quirion. On va laisser la place aux autres journalistes pour la suite de l'événement. Merci bien. Charles Grandmont et Rémi Quirion, merci beaucoup. M'entendez-vous bien? Est-ce qu'on m'entend? On m'entend à la web-diffusion? M'entendez-vous à la maison? C'est parfait. Merci beaucoup pour cette belle discussion qui met très bien la table à plusieurs sujets qu'on va toucher, je crois. Et pour commencer notre quiz et notre exercice, je la regarde, elle me regarde, nous nous regardons. Elle est journaliste et vérificatrice de faits à l'actualité. J'aimerais qu'on accueille Camille Lopez. Camille, vous me permettez, j'aimerais avant tout, juste parce que je veux être certain que tout le monde puisse le faire, alors on va vous inviter à vous connecter à la page tout de suite, plutôt que plus tard, live.voxvote.com. Connais-tu ça? Maintenant, oui. Ah, maintenant on connaît. Alors connectez-vous si vous avez besoin du Wi-Fi, comme je vous l'ai indiqué. Vous avez le code sur les colonnes. Et vous rentrez le code de l'événement, 12833. Camille, vous allez bien? Très bien, merci. Ça se sent. Alors, je vous laisse toute la place et j'allume votre micro et voilà, c'est parti. Super. Ah. Alors, on m'a demandé... Est-ce qu'on m'entend? Non. La technologie, des fois... Ça me fait chanter, je pense. 1, 2, test, non? Je peux parler très fort. Mais attendez, c'est qu'on veut vous entendre à la maison. Okay. Comprenez-vous? Je peux prendre une pause. On va en prendre un autre? Ben, c'est ça qu'on aimerait, mais comment dire? Comment dire? Ben, écoutez, est-ce que tout le monde est connecté? En attendant, je vais vérifier. Vous avez le code en bas d'écran si jamais il y a quoi que ce soit. 1, 2, 1, 2. Lui qui se détache là-bas? Oui, je vais aller en chercher un autre. C'est bien, ça brise la glace. La belle capacité d'adaptation. Hein? Applaudissons-nous. Super, bravo. Allez, Camille. Alors, on m'a demandé de lire l'article que je vous présente aujourd'hui. En fait, moi, je suis journaliste vérificatrice de faits et en ce moment, je dirais que je m'intéresse surtout à la radicalisation en ligne. Alors, je trouve que c'est un article qui correspond très bien à mon créneau. Alors, voici l'article. Je vais le lire avec vous et après, on va vous demander de répondre à des questions sur cet article-là. Alors, y a-t-il vraiment plus de blancs parmi les tireurs de masse? Et là, le chapeau de cet article, c'est « En 2019, 51% des individus ayant commis ce type de crime aux États-Unis sont de couleur noire. » Voici là où les sources de cet article, Front Page Magazine.
Si on a l'impression que les hommes blancs commettent plus souvent des tueries de masse que tout autre groupe ethnique, c'est probablement que ces tueurs tristement célèbres jouissent d'une plus grande couverture médiatique. Les chiffres ne mentent pas. Alors que 51% des individus qui ont commis ce genre de crime aux États-Unis en 2019 sont de couleur noire, seulement 29% d'entre eux sont d'origine caucasienne. Il faut pourtant savoir que les Blancs représentent 61% de la population américaine. Les Afro-Américains, beaucoup moins nombreux, ne représentent que 12,7% des personnes qui résident aux États-Unis. Comment peut-on donc expliquer qu'une représentante du Minnesota chez le Parti démocrate, Ilhan Omar, estime que les hommes blancs sont responsables de la majorité des décès sur le sol américain? Ou encore que Don Lemon, l'un des annonceurs de CNN, ait déjà avancé que les personnes blanches de sexe masculin sont la pire menace terroriste pour les États-Unis. Je veux juste préciser que c'est pas moi qui ai écrit cet article-là, c'est l'article qu'on analyse. Cette prémisse erronée, croit le journaliste Daniel Greenfield, découle du besoin de l'industrie médiatique de fournir du contenu sensationnaliste pour captiver l'attention de la population. Bien qu'il n'écarte pas la possibilité que des motifs politiques poussent les médias à mettre l'accent sur les tireurs blancs, M. Greenfield met en exergue un constat évident, soit qu'une histoire qui sort de l'ordinaire est souvent plus intéressante à rapporter. Pour appuyer son point, le chroniqueur souligne qu'un tireur ouvrant le feu dans une petite ville attirera sans doute davantage l'intérêt de la population américaine que si le même événement se produit dans une fête privée à Chicago. Cela dit, au bout d'un certain temps, la population développe la mauvaise habitude de surévaluer la fréquence à laquelle surviennent ces événements tragiques qui, au bout du compte, sont beaucoup moins prévalents qu'en milieu citadin. Et là, ensuite, j'ai demandé à ce qu'on mette l'encadré qui vient tout de suite sous l'article, parce que selon moi, c'est assez révélateur. Alors, en dessous de l'article, on peut lire, en dessous de tous les articles qui sont publiés sur ce site-là, en fait. « Nous avons besoin de votre aide. Le premier ministre Justin Trudeau s'est allié aux médias traditionnels en leur offrant près de 600 millions de dollars. Aux médias, et le nom du média que nous tairons, nous refusons toute aide gouvernementale afin de survivre et de devenir un véritable média de masse indépendant. Nous avons cependant besoin de votre implication. Vous pouvez faire la différence, aidez-nous financièrement en achetant un abonnement. » Alors voilà pour la lecture. On peut passer tout de suite aux questions? Ben, oui, mais bravo pour la lecture. Hein. C'était très limpide, tout ça. C'est clair. Bravo, Camille. Merci. On dirait que vous avez fait ça toute votre vie. Ah, quasiment. Presque, hein? Il y a quelque chose. Alors, j'aimerais vous expliquer les règles du jeu. Vous êtes connectés, voilà. Les questions vont apparaître dans peu de temps. Vous allez y répondre. Vous allez avoir 15-20 secondes pour répondre à chaque fois. Et à la fin, il y a 1 à 2 questions par article. Et à la fin, la synthèse des réponses va s'afficher et ensuite, nous disséquerons, pas mal plus Camille que moi, puisque vous êtes l'experte, n'est-ce pas, les résultats et on en discutera. Ça vous convient? Vous êtes prêts? Allons-y. À la lecture de l'article, y a-t-il vraiment plus de blancs parmi les tireurs de masse? Laquelle de ces informations vous semble fausse? Je vous laisse aller, Camille, pour les réponses. Je vais les laisser répondre avant. Les choix de réponse, on va juste les lire, en fait. Alors, premier choix de réponse. Les hommes de couleur noire commettent plus de tueries de masse que les hommes de couleur blanche. Ou les chiffres présentés par l'auteur sont appuyés par une source. Allez-y. On va avoir les résultats en direct. Alors, vous avez voté? Non. Je ne suis pas capable. Ça me dit tout le temps. Ah bon, finalement. Ah, vous savez, c'est ça la technologie des fois. Ça arrive, mais on pourra de toute façon voir les réponses ensemble si jamais il y a un petit problème technique. Êtes-vous prêts pour la deuxième question? Oui! Comment qualifieriez-vous Daniel Greenfield, la source citée dans l'article? Il est, Camille? Alors, est-ce qu'il est un journaliste? Est-ce qu'il est un chroniqueur? Ou les deux? Au vote. Allez-y. Vous avez voté?
c'est le moment de regarder les réponses, Camille. On va voir quelle est... Oh! Ah! Donc, 44,8 % pour la première réponse et 66. C'est presque ex aequo. Mais c'était une question piège. Oh! En fait, quand on a préparé le test, il n'y avait pas la possibilité d'avoir des réponses comme partiellement faux ou majoritairement faux. Je suis une grande fan des nuances. Alors, pour le bien de l'exercice, la réponse, c'est les hommes de couleur noire commettent plus de tueries de masse que les hommes de couleur blanche. Alors, c'est faux. C'est faux. Pourquoi c'est faux? En fait, si le test nous l'avait permis, on aurait écrit majoritairement faux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, alors, premièrement, on va revenir sur ce qui était dans le texte. Dans le texte, on nous présente, on nous balance ces chiffres-là sans aucun contexte. On ne nous dit pas dans quel contexte ces chiffres-là ont été cumulés, on ne nous dit pas qui a cumulé ces chiffres-là, et on ne nous dit pas c'est quoi leur définition d'une tuerie de masse. Tous des éléments, des références qu'il nous faut absolument connaître d'habitude pour pouvoir évaluer si une statistique, un chiffre qu'on nous présente est bon. Ce que vous ne pouvez pas savoir, c'est qu'aux États-Unis, il n'y a aucune donnée publique publiée par le gouvernement sur les tueries de masse et qui, surtout, n'identifie pas l'origine ethnique des tueries de masse. Aux États-Unis, les bases de données qui vont compiler ce genre d'informations-là, ce sont des médias ou des organismes indépendants. Qu'est-ce que ça fait quand plein d'acteurs indépendants se font leur propre base de données comme ça? C'est qu'ils ont chacun leur définition de ce qu'est une tuerie de masse. Alors, ce qu'on ne vous dit pas dans l'article, c'est que la base de données sur laquelle on s'appuie pour ces chiffres-là, les chiffres ne sont pas faux. C'est juste que leur définition d'une tuerie de masse inclut, contrairement aux autres bases de données sur lesquelles d'autres médias vont se fier, inclut la violence de gang de rue. La violence de gang de rue, ce n'est pas considéré... en fait, la définition d'une tuerie de masse, selon le FBI en 2013, c'était une tuerie qui fait plus de 4 morts. Et ça dépend du contexte, ça dépend des intentions du tueur. Et la violence de gang de rue ne rentre pas là-dedans. Malheureusement, à cause du contexte socio-économique aux États-Unis, quand on fait rentrer la violence de gang de rue dans ce genre de base de données-là, la population afro-américaine devient encore plus représentée. Par contre, si on regarde la base de données que moi et d'autres médias aimons plus utiliser, c'est celle de Mother Jones. Les tueurs, les auteurs de tueries de masse sont majoritairement blancs. Mais toutes ces nuances-là, on ne vous les explique pas dans l'article. Donc, il n'y a aucun moyen de se faire sa propre tête quand on regarde ces chiffres-là tout nus comme ça. Est-ce que... La source aussi? Oui, je vais y aller. Mais juste pour savoir si... Moi, je suis... oui. Je veux m'informer, je veux savoir justement cette définition-là. Vous suggérez d'aller sur une base de données pour vérifier... Mais quelqu'un, en fait, un auteur honnête vous aurait expliqué qu'il y a plusieurs bases de données et que ce n'est pas la seule définition possible d'une tuerie de masse. Dans l'article, on n'explique même pas c'est quoi une tuerie de masse. Et pour un sujet qui est aussi sensible que ça, surtout en ce moment, c'est essentiel et honnête d'expliquer c'est quoi, d'expliquer au moins, au minimum, dans quel contexte ces chiffres-là ont été cumulés. Surtout quand on veut prouver un point. Et c'est vraiment facile de faire dire qu'est-ce qu'on veut à des chiffres dans ces contextes-là. Et d'ailleurs, c'est le cas aussi pour toutes les données qui entourent les agressions sexuelles, les viols. D'un territoire à l'autre, la définition d'une agression sexuelle n'est pas la même. Vous allez sur un campus universitaire, un viol, c'est pas la même définition qu'ailleurs. Donc, quand on va parler de statistiques entourant les agressions sexuelles, les viols, là aussi, c'est un des milieux où c'est facile de faire parler les chiffres, juste en passant. Maintenant, la source. Oui, l'auteur de ce texte s'appuyait sur une source, Daniel Greenfield, qui travaille pour le Front Page Magazine. C'est pour ça que la réponse n'était pas faux. Maintenant, est-ce que cette source-là, elle est neutre? On va en parler dans la prochaine question, si je ne m'abuse. Oui, on en parle, mais vous pouvez brièvement juste mentionner peut-être les intérêts que... C'est ça. Est-ce qu'un article qui présente
une seule source est crédible? Est-ce que quelqu'un qui nomme un journaliste comme source crédible pour ce genre de chiffres-là, est-ce que ça a du sens? On en parlera plus tard. Deuxième question. Alors voilà, deuxième question. Ben oui, comment qualifieriez-vous Daniel Greenfield, justement, cette fameuse source citée dans l'article? Alors, on a 7 journalistes, chroniqueurs, 68, et les deux, 25 Camille, éclairez notre lanterne. En fait, Daniel Greenfield se définit lui-même comme un blogueur-chroniqueur, mais dans le texte que vous avez lu, pour lui donner plus de prestance et plus de crédibilité, l'auteur le qualifie comme un journaliste et comme un chroniqueur. Donc, c'est pas très clair. Encore une fois, si on ne clique pas sur la source, on ne peut pas savoir c'est qui Daniel Greenfield. On ne peut pas savoir qu'il travaille pour quel... Bon, on peut savoir qu'il travaille pour quel magazine, mais on ne peut pas connaître la vocation, le mandat de ce magazine-là. Alors, c'est pas mal... C'est pas mal ça. C'est ça. Merci pour ces explications. Il n'y a pas une deuxième question? Ah, ben OK. Bon, ben excusez-moi. C'est parce que ça passe vite quand on a du plaisir et de la passion. Non, en fait, je pense que j'ai d'autres notes. OK. Ah, ben allez-y. À propos de Front Page Magazine et de Daniel Greenfield, une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cet article-là, c'est parce que je trouve que ça ressemble beaucoup à des publications qu'on voit sur Facebook. Il n'y a pas nécessairement de sources, il n'y a pas beaucoup d'informations, mais les gens aiment beaucoup les partager. Quand on parle de Daniel Greenfield, quand on dit journaliste, ça donne beaucoup de crédibilité au texte, etc. Par contre, quand on va cliquer sur, admettons, la source, Front Page Magazine, on se rend compte que c'est un journal qui se qualifie lui-même de journal de médias conservateurs, qui appartient à David Horowitz, qui est de droite aux États-Unis. C'est quand même une figure très controversée aux États-Unis. Il a été lié à plusieurs cas d'islamophobie, etc. Je ne m'avancerai pas trop sur David Horowitz. C'est très malhonnête de présenter un chroniqueur ou un blogueur, dans ce cas-là, comme un journaliste, parce qu'un journaliste répond à un code de déontologie assez strict. Oui, alors, quand on clique sur le média, voici sur quoi. Inside every progressive is a totalitarian screaming to get out. Alors, ça donne le ton. Ça donne le ton de ce genre de média-là. Et ça donne le ton aussi aux chiffres qu'on vous a présentés comme étant béton. Alors, voilà. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? C'est que quand on lit cet article-là, qui est publié sur un média alternatif québécois, c'est qu'on nous donne seulement les informations qui font leur affaire. Ça s'appelle du cherry picking. On ne nous dit pas que leur définition d'une tuerie de masse, c'est la définition à eux qui font leur affaire parce que c'est la définition qui inclut le moins de tueurs blancs. On ne nous dit pas que c'est un média conservateur parce que c'est sûr que là, les chiffres seraient remis en question. Voilà, mais je pense que c'est ma conclusion. Juste faites attention. Faites attention. Soyez vigilants. C'est très facile de faire parler les chiffres. C'est très facile de juste nommer des noms sans donner... c'est juste facile de donner des noms comme ça pour faire semblant qu'on a des sources sérieuses. Ça vaut la peine de cliquer sur ces liens-là. Ça vaut la peine d'aller voir qui se cache derrière un lien. Pendant la campagne électorale, il va falloir redoubler de vigilance. Voilà. Oui, d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. Bon point. Merci, Camille. On peut l'applaudir. Vous avez fait une super synthèse. Vous avez chaud. Voulez-vous un peu de vent? Je suis multifonction. Bien, ça donne déjà quelques trucs. Ça vous éclaire? Oui, quand même. Peut-être qu'il y a certains trucs que vous connaissiez, peut-être moins d'autres. Mais on poursuit. On va faire un cumul de trucs. Michel Rochon, vous êtes prêt? Toujours. J'aimerais qu'on... Journaliste scientifique, alors on l'accueille scientifiquement parlant, avec beaucoup de chaleur. Oui? Oui. Je vous laisse le micro. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Oui. Bon. Alors, écoutez. Vous êtes chanceux, il y a une super belle voix radiophonique. Oui, j'ai une voix. On est oui, gâtés, ça, écoutez, Camille, j'ai réussi à Michel. gagner ma vie avec ça.
Attendez, pourriez-vous m'aider à le monter pendant Ben, que j'essaie? certainement. Parce que c'est assez long, hein, c'est costaud. On voulait un trépied. Hein? Alors, je vais prendre ma voix du téléjournal. Là. Parfait. Merci. Ça vous convient? Oui, ça me va, merci beaucoup. On va lire ça ensemble. Alors ici, statistiquement... Oui, c'est en bas. Je vais quand même me permettre de dire deux choses. La première, c'est que nous n'avions pas le droit de vous donner la source de nos articles. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cet article-là a été produit par une grande agence mondialement reconnue, a été diffusé ici au Québec par un grand média. Première chose. Deuxième chose, ça va être long à lire, mais je pourrais effectivement passer 1 heure. En tout cas, je l'ai fait avec les gens du scientifique en chef. J'ai écrit un texte de 10 pages. Je pourrais faire une lecture complète et vous décrypter ça dans toutes les choses qui sont écrites ici, mais je ne le ferai pas. Je vais vous donner la quintessence moelle de ce qui ne va pas avec ça. N'oublions pas que quand j'étais chroniqueur médical avec Céline Galipeau au Téléjournal, on parlait de cancer. Il y a tellement de faux espoirs. Et il y a tellement d'émotions rattachées à cette maladie-là. Statistiquement, il y a même des gens dans la salle ici qui souffrent peut-être du cancer, ou au moins plein de gens dans leur entourage qui en souffrent. Donc, Céline me posait la question, à quand le traitement? À quand allons-nous guérir ces gens-là? Et c'est à cette réponse-là que l'on s'attardait. Donc, sans plus de biais, voici la chose. J'ai une suggestion à vous faire. Oui. Juste que ce texte est quand même assez, Costaud. j'emploierais le terme exhaustif, costaud. Peut-être qu'on pourrait lire les 3 premiers paragraphes. Je pense que ça nous donne assez d'informations pour être capable de... Oui. De toute façon, on va parler de stats plus tard. Allez-y. Alors, cancer, l'immunothérapie donne un résultat durable chez 25% des patients. L'analyse de 19 essais cliniques testant l'efficacité de traitement du cancer par immunothérapie montre que ce nouvel arsenal thérapeutique donne des résultats durables chez 25% des patients en moyenne, a indiqué vendredi l'Institut Curie. Le deuxième paragraphe, OK. Les médicaments d'immunothérapie qui cherchent à déclencher une réponse immunitaire du corps contre les cellules cancéreuses ont bouleversé la prise en charge des cancers depuis quelques années. Mais ils ne sont souvent efficaces que chez une minorité de patients avec de fortes disparités d'un type de cancer à l'autre. Nous avons cherché à quantifier la proportion de patients qui répondent de façon durable au traitement par inhibiteur de points de contrôle immunitaire et à la comparer avec d'autres familles de médicaments, expliquent des chercheurs de l'Institut Curie et d'autres centres de français de recherche sur le cancer dans un article publié dans la revue JCO Precision Oncology. Voilà. Je veux quand même vous donner 2 minutes. Là, vous avez lu. Essayez de lire le reste. Et puis, on s'en reparle pour la première question. Alors, on va tranquillement passer à la question. Je pense que ça vous donne un bon avant-goût. À la lecture de l'article « Cancer, l'immunothérapie donne un résultat durable chez 25% des patients », quelles sont les affirmations qui vous semblent fausses? L'immunothérapie permet d'obtenir une meilleure réponse durable au traitement pour tous les cancers. 75% des patients sous immunothérapie ne bénéficient d'aucune réponse durable au traitement. Bientôt, les patients pourront bénéficier de l'immunothérapie plus tôt dans le traitement de leur cancer. Au vote. Encore 5 secondes. Passons donc
À la deuxième question. Oups. C'est pas les mêmes... Non, On y arrive. on y arrive. Ah, il y a juste Non, une question, c'est vrai. Oui, je pense J'avais qu'ils ont oublié fait un Michel. composite. J'avais au début une mosaïque de 3, mais on les a regroupés, regroupés en une seule. Alors, on peut peut-être revenir au texte, s'il vous plaît. Alors, oui, c'est ça. Juste pour qu'on voit les résultats avant, peut-être, M. Rochon, parce qu'on n'a pas eu le temps de voir les... Oui, allons-y. Allons-y. Juste, pouvez-vous nous montrer les résultats, s'il vous plaît? Qu'on se fasse une tête. Je crois qu'à la première question, 69 % des gens avaient répondu. Et ensuite, pour la deuxième question, pour la deuxième choix de réponse, 31. Ah, OK, c'est un cumul. Ça donne une drôle de stat, ça. Attendez, 75 %, c'est... Ah, vous pouviez voter 2 fois. Ah, ben voilà. Vous pouvez voter 2 fois. Ben, ça donne le ton. Donc, la plupart des gens pensent que... Alors, écoutez, c'est probablement... Je voyais passer à peu près, quand je préparais mes chroniques avec Céline, une dizaine de torchons comme ça, là. Je vais lancer la pierre aux personnes suivantes. Je vais lancer la plus grosse pierre aux journalistes, la deuxième pierre un peu plus légère à l'agence de presse, la troisième pierre un peu plus légère aux médias québécois qui n'ont même pas regardé ça, et puis à l'Institut Curie, le restant de la terre, la fleur, puis un petit peu du pot. Alors, de quel cancer parle-t-on? L'article ne le dit pas. Saviez-vous que dans le corps humain, on peut développer plus d'une centaine de cancers? De quel traitement parle-t-on? Il y a des dizaines d'immunothérapies en développement utilisées. Est-ce que c'est l'interféron? Est-ce que c'est les immunoglobulines? Est-ce que c'est le nouveau CAR-T qui sort cette année? De quoi parle-t-on? On est totalement largué. Et dans l'esprit de beaucoup de gens, quand ils lisent sur le cancer, ils font un amalgame. Ils pensent que l'immunothérapie, ça va servir à tout le monde. Et puis, c'est fantastique. Saviez-vous que l'immunothérapie est donnée quand tout autre traitement ne fonctionne pas? Alors, le journaliste n'est pas allé voir, malheureusement, l'étude, mais pas une seconde. Il a lu un texte publicitaire de l'Institut Curie qui est à peu près dans le même ton, ne mentionnant aucun cancer. Alors, on parle ici d'une classe de 6 médicaments bien précis. Saviez-vous ça? Pour 9 cancers. Ah bon? Est-ce que c'est marqué, là? Niette bâton. Cancer bronchitique métastasique à petites cellules, ça c'est le poumon. Cancer de la tête et du cou, mélanome, carcinome cutané, cancer du poumon à cellules squameuses, carcinome rénal, lymphome d'Hodgkin et carcinome. Ah, c'est-tu là, ça? Mais absolument pas. En fait, c'est bien parce que cette immunothérapie-là fonctionne pour le cancer du poumon. Ça couvre à peu près 80% des cancers du poumon et le méchant mélanome de la peau. Le reste, pas du tout. Nivolumab, c'est pas mentionné, c'est le médicament vedette là-dedans. Est-ce que vous avez compris comment il marche? On nous balance quelque chose, qui est cette espèce de endpoint, là. Alors, on aurait pu vulgariser de façon très simple. Tu as une méchante tumeur, tu as tes soldats de la défense immunitaire, les lymphocytes T. Eh bien, la tumeur, là, elle a des molécules qui viennent détruire le lymphocyte T. Cette molécule qu'on injecte, le médicament, il vient bloquer cette réaction chimique-là, donc renforcer le système immunitaire. C'est tout simple que ça. Parce que les tumeurs, ils ont des stratégies pour diminuer le système. 25% de quoi? Et 25% par rapport à quoi? En fait, le vrai lead, il n'est pas là du tout. Parce que ce que Curie a fait, c'est de prendre les résultats de la compagnie pharmaceutique. C'est les phases 3. Alors, il a fait un job pour la pharma. Il a regardé les phases 3 des compagnies, parce qu'il y en a plusieurs d'impliqués. Et là, c'est des gens qui sont en métastase en plus, il faudrait le dire. C'est des gens en phase terminale qui sont dans ces études-là. Parce qu'on donne l'immunothérapie quand toute autre thérapie ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que ça coûte une fortune. Alors, CAR-T sort actuellement, Merck Frost, 1,5 million de patients.
En majorité, c'est 100 000 $. Ça ne le dit pas. Là. Ces immunothérapies-là, ce n'est pas donné là, dès que vous avez une tumeur. Là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, ce que l'étude dit vraiment, c'est que la chimio, elle marche aussi à 11 %. Donc, ce qu'il faut faire, c'est le ratio entre 25 et 11 %. Donc, c'est un peu plus du double. C'est à peu près 2,1 ou 2 % plus efficace que la chimiothérapie régulière. C'est ça, le livre de l'histoire. Et quand il parle de survie globale, alors, mais écoutez, mais ça va pas très bien parce que quand je me suis mis à regarder, j'ai réécrit l'article, mais je ne vous lirai pas ce que j'ai écrit. J'ai réécrit l'article en moins d'une demi-heure. Là. Alors, si on regarde carrément ce qui est la règle d'or pour les gens, j'ai retrouvé ma page, ça c'est l'ensemble de mon argumentaire, c'est la question suivante, c'est la survie à 5 ans. Cancer du poumon, survie à 5 ans, 3 à 15 %. Lymphome d'Hodgkin, 65 %, bravo. Carcinome rénal, 8 %. Alors, quand on parle de survie globale, puis on dit que c'est 30 %, eh bien, c'est ça, c'est 30 %. Puis si on la compare à quoi? Il faut toujours comparer une statistique. Il faut la rendre absolue ou la comparer à une autre. Bien, la chimiothérapie traditionnelle, c'est 23 %. Donc, c'est une hausse de 7 % qui aurait dû être simplement exprimée, ce qui n'est pas beaucoup. Parce que fondamentalement, de toute façon, si on inverse la proposition, 75 % des patients ne bénéficient pas, en fait, de cette amélioration, de cette période, parce que c'est une période, hein, on parle en fait ici d'une période dans laquelle on ne voit pas de progression de la maladie. Mais ultimement, la maladie finit par arriver, parce que les stats le disent ici, là. Personne ne se rend après 5 ans pas fort le cancer du poumon, là. Il y a juste 3 % qui se rendent, même avec la chimio, même avec l'immuno. Alors, ce que je vous dis, j'ai plus de temps, c'est que ça, c'est une belle étude publicitaire pour Curie qui, malheureusement, a été mal faite par les journalistes qui auraient dû simplement aller lire l'étude. Je viens de vous la lire. Merci de votre attention. Alors, le problème, c'est que vous n'avez peut-être pas les outils pour aller faire ce que nous, les journalistes, on fait normalement. Mais restez avec moi. On peut le faire, oui. Restez avec moi 30 secondes parce que j'aimerais résumer tout ce que vous nous avez dit oui. pour qu'on retienne. Je vais tenter quelque chose. Mais on voit qu'il y a beaucoup de données dans... Oui, il y en a et que là, allez tout vérifier ça. Bon, vous avez fait un travail de moine, là, puis je veux dire, bravo. Mais on peut se questionner déjà sur la définition des termes. T'sais, déjà d'emblée, on ne définit pas ce qu'est l'immunothérapie, c'est quoi le contexte, qu'est-ce que c'est. Soyez toujours vigilants. Soyez toujours vigilants quand vous voyez le mot cancer sans aucune description, thérapie sans aucune description. De quoi parle-t-on? C'est trop général. C'est trop général. Fait que quand c'est pas spécifique, il y a ça, puis il y a le croisement des sources. Là, on n'a qu'une source. Ce qui rend le journaliste très vulnérable, c'est bien ça. Puis on peut se demander s'il n'y a pas un intérêt, s'il n'y a pas une publicité un peu cachée pour l'Institut Curie. Il faut avoir l'œil, mais ça se développe. Et ça se développe. On appelle ça être journaliste scientifique et médical. Mais ceci dit... Seulement. Mais ceci dit, c'est une grande agence de presse qui a publié ça. Comme, hey, merci beaucoup, M. Rochon. M. Rochon! Parce que vous avez... Oui, ça vous, ça, hein? Ça vous. Faut pas le perdre. Mais c'est ça, c'est que il y a beaucoup de choses qu'on peut analyser, puis on peut se dire en tant que, bon, moi, je suis pas journaliste, je suis pas, j'ai pas de maîtrise dans un certain sujet ou quoi que ce soit, je suis pas un expert. Mais juste de retenir aujourd'hui qu'il y a des aspects dont on parle, on veut juste aiguiser votre sens sur allez chercher la définition des termes, allez voir si c'est trop général, s'il y a juste une source, posez-vous des questions aussi, s'il n'y a pas un intérêt. Voilà. On continue parce qu'il y a d'autres biais qui peuvent se cacher dans les textes, n'est-ce pas, M. Quirion? Vous souriez? Moi, je vois ce qui me déçoit le plus là-dedans. Tu l'as mentionné jusqu'à ça. On aime ça vous entendre pour les gens à la maison. Qu'est-ce qui vous déçoit le plus? Je ne connaissais pas l'étude. Oui. Et ce qui me déçoit le plus, jusqu'à un certain point, c'est Curie. Vous êtes déçu par Curie? L'Institut Curie. Et en recherche, c'est un institut très, très connu, très réputé. Et lorsque, comme on lit ça,
Je m'excuse, monsieur. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec les micros quand je vous les mets dans les mains. On les éteint. Ils veulent pas. Ah, ça fonctionne. Voilà, okay, ça oui, va. on parlait d'Institut Curie. Oui. Et là aussi, il faut faire attention, parce que même comme chercheur, l'Institut Curie, c'est un institut de réputation internationale. Donc, c'est un peu un mot comme ici si on parle de l'Université McGill. Mais moi, lorsque j'étais à l'Université McGill, pendant près de 30 ans, je travaillais sur les maladies neurodégénératives et la maladie d'Alzheimer. J'ai guéri l'Alzheimer à plusieurs reprises. Dans mes plots Petri et chez Mera. Lorsqu'on arrivait chez l'humain, ça fonctionnait pas bien du tout. Donc aussi, il faut faire attention parce que des fois, c'est utilisé par les universités, les instituts pour essayer d'avoir un peu plus d'argent, de donations, de fondations. Donc aussi de garder ça en tête, là, que c'est pas juste les compagnies pharmaceutiques, il y a aussi l'Institut Curie qui était à plaindre là-dedans. J'espère que vous allez leur écrire pour leur manifester. Ou juste leur envoyer un bonhomme déçu comme ça, un émoticône. Ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Merci beaucoup pour cette intervention très pertinente. On poursuit avec un troisième texte que je vais lire et je vais ensuite, qui nous est proposé par Pierre Fortin. Donc, il s'agit de le revenu disponible le plus faible au Québec. Les Québécois ont le revenu disponible le plus faible au Canada, et ce pour une deuxième année consécutive, alors que ce revenu a stagné en 2014. C'est ce qu'indiquent les dernières données sur le revenu disponible dévoilées lundi par l'Institut de la statistique du Québec. Le revenu disponible, c'est redondant, hein? Oh, ça revient beaucoup. Le revenu disponible moyen par habitant au Québec s'est élevé à 26 046 $ en 2014, soit 14 % de moins que la moyenne canadienne, qui se situe à 30 270 $ et près de 37 % inférieur à celui de l'Alberta, qui, malgré les difficultés économiques de la province, trône toujours au premier rang avec un revenu disponible de 40 495 $. L'Institut attribue la dernière place du Québec à la rémunération des salariés, principale composante du revenu disponible, qui est nettement plus faible que dans le reste du pays. De plus, le revenu disponible a été stagnant, bien que les données montrent une augmentation de 1,5 % du revenu en 2014. L'indice des prix à la consommation s'est accru de 1,4 %, ne laissant qu'un très maigre, dis-je, 0,1 % aux ménages, soit la plus faible croissance en 9 ans. Le revenu disponible représente le montant qui reste à la disposition des ménages pour la consommation finale des biens et de services, ainsi que pour l'épargne, une fois les impôts et cotisations déduites des revenus de salaire, des revenus de propriété, de prestations et autres. J'inviterai maintenant, avant de passer au vote, M. Pierre Fortin, qui est économiste et chroniqueur à l'actualité. On l'applaudit. Venez ici, venez ici. Je vous passe le micro. Je vais lire la question. Vous allez lire les choix de réponse. On fait un travail d'équipe ensemble. À la lecture de l'article « Revenu disponible le plus faible au Québec », quelles sont les affirmations qui vous semblent fausses? Monsieur Fortin, je vous laisse lire les choix de réponse. Voulez-vous que je lise les choix de réponse? Oui. Non, je vais les lire. Vous avez une si belle voix, vous aussi, là. Donc, est-ce que le revenu disponible est une bonne mesure du bien-être matériel total d'une population? Deuxième question, est-ce que l'affirmation suivante est vraie? Le mauvais classement du Québec en matière de revenus disponibles montre que les Québécois étaient moins riches que les autres Canadiens. Avant de voter, c'est fausse. Les affirmations qui vous semblent fausses. Donc, prenez le temps de relire. Des fois, ça peut être mêlant. Qu'est-ce qui est faux? Vous êtes prêts? Vous avez voté? Oui. Présentement, on est un peu à l'envers de l'évolution habituelle. Oui. On commence habituellement par l'économie parce qu'on veut s'en débarrasser le plus rapidement possible. C'est plate, l'économie. Alors... Oh! Ah, il y a des gens qui ont voté deux fois. Est-ce que c'est une bonne mesure? Oui, majoritairement. Et deuxièmement, est-ce que le mauvais classement du Québec montre que les Québécois étaient moins riches? Oui, c'est des affirmations fausses. Okay?
74% disent que c'est des affirmations fausses. OK. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux affirmations-là? Premièrement, le revenu disponible rapporté par l'Institut de la statistique du Québec, l'ISQ, c'est une estimation fiable du revenu monétaire privé des ménages, qui est le revenu monétaire privé qui est disponible pour consommer ou bien évidemment pour épargner. Mais ça ne capte pas le bien-être matériel total, principalement parce que ça n'inclut pas la valeur des services publics que les gouvernements versent à la population. Comme par exemple les subventions au cégep, aux universités, les subventions aux entreprises, les subventions aux garderies, les services des CLST et toute la consommation de services publics qui s'ajoute à la consommation qu'on peut faire à partir de notre revenu disponible, la consommation privée. Et évidemment, si on ajoute le revenu implicite que nous donnent les services publics, ça peut changer évidemment le classement. Et en fait, au Québec, en 2017, le revenu disponible ne représentait au total que 57% du total du revenu de la province dont on bénéficie en plus du revenu privé. Et ces services publics-là, leur valeur qu'il faut ajouter à la consommation privée, c'est plus élevé au Québec que dans les autres provinces canadiennes. C'est d'ailleurs pour ça que nos impôts sont un peu plus élevés qu'ailleurs. Deuxième affirmation, pourquoi elle est fausse? Le mauvais classement du Québec en matière de revenus disponibles montre que les Québécois étaient moins riches que les autres Canadiens. Mais c'est partiellement vrai, c'est partiellement faux. L'affirmation est fausse parce que la vraie richesse, c'est pas combien d'argent on a, mais combien cet argent-là nous permet d'acheter de biens et de services. Évidemment, si tout coûte 2 fois moins cher qu'ailleurs, bien, avec le même revenu qu'ailleurs, on est 2 fois plus riche. Donc, le revenu monétaire lui-même est une mauvaise mesure du pouvoir d'achat, de la vraie richesse des gens. Or, le coût de la vie au Québec est beaucoup, beaucoup plus faible qu'ailleurs au Canada. Par exemple, en 2017, qui est l'année la plus récente pour laquelle on a les données, 1 000 $ à Montréal achetaient autant de biens et de services que 1 170 $ en Ontario. En d'autres mots, en Ontario, on pouvait avoir un revenu disponible monétaire privé de 32 000 $ et au Québec de 29 000 $, mais le Québec était plus riche parce que ça prenait seulement 28 000 $ au Québec pour acheter la même chose que 32 000 en Ontario. Or, comme on avait 29 000 et non 28 000, on est plus riche que les Ontariens. Comprenez-vous? Alors, donc, en monétaire, le Québec était derrière l'Ontario, mais en vrai pouvoir d'achat, il devançait l'Ontario. Par contre, même en vraie richesse, le Québec et l'Ontario se classent tous les deux derrière l'Alberta, principalement parce que le revenu de cette dernière province est puissamment dopé par les revenus pétroliers. En d'autres mots, l'Alberta, et pas seulement l'Alberta, mais la Saskatchewan et Terre-Neuve, flottent sur une mer d'huile et ça dope les revenus privés et les revenus disponibles en particulier. Alors, quand on compare notamment avec le reste du Canada, le revenu moyen du Québec avec le revenu moyen du reste du Canada, il n'y a aucune possibilité, ni pour nous, ni pour les Ontariens, de dépasser la moyenne canadienne. Le Québec et l'Ontario sont en dessous de la moyenne canadienne. Pourquoi? Parce que les revenus de Saskatchewan, Terre-Neuve et l'Alberta dopent la moyenne canadienne. Donc, je conclus. Premièrement, il ne faut jamais confondre le revenu disponible privé des ménages et le bien-être matériel total. Deuxièmement, il
Il ne faut jamais confondre le revenu monétaire et le vrai pouvoir d'achat que procure ce revenu-là. Troisièmement, l'Institut de la statistique devrait mieux mettre en contexte les chiffres qui rendent publics dans ses communiqués. Quatrièmement, sans laver les mains parce qu'il s'agit d'une simple querelle de chiffres, c'est un manquement grave à notre responsabilité professionnelle comme journaliste. Notre responsabilité, c'est d'expliquer justement aux gens qui a raison dans les chiffres et pourquoi. Et il faut être compétent pour le faire. Et finalement, il faut se méfier des groupes de pression qui publient des chiffres toujours favorables à leurs intérêts ou à leurs idéologies. Comme l'a dit au départ Charles Grandmont et également Rémi Quirion, il y a des choses qui sont vraies ou qui sont fausses indépendamment du fait qu'elles nous rendent confortables ou non et que ça flatte ou non notre vécu. Et c'est exactement l'objectif qu'on recherche ici. Et dans le cas des chiffres économiques, évidemment, c'est récurrent, ces confusions-là, cette confusion-là dans le niveau réel de richesse du Québec. Présentement, le Québec, par habitant, a une richesse supérieure à celle de l'Alberta, mais évidemment inférieure à celle, c'est-à-dire de l'Ontario, et inférieure à celle de l'Alberta. Est-ce que j'ai pris trop de temps? Monsieur Fortin, vous avez été parfait. Ben, on sent l'expérience derrière la cravate que vous ne portez pas aujourd'hui. Ben, ça donne une deuxième. Ma blonde aussi me dit que je suis parfait. Ah oui? Comment ça se vit, ça, cette perfection? Gardez votre micro, j'aimerais ça vous parler comme 30 secondes, une minute avec vous. Est-ce que c'est possible de vous avoir encore une minute? OK. S'il vous plaît. Oui. Vous avez fait un résumé à la fin. J'aimerais faire du pouce quand même sur deux aspects, qui est la mise en contexte qui est importante. Hein? Puis si je suis trop près de vous, ça file, fait que prenez-le pas personnel si je m'éloigne. Donc, il faut faire attention lorsque l'article, il n'y a pas de mise en contexte, il n'y a pas de portrait global de la situation. Et surtout, les comparaisons. Hein? Comparer des pommes avec des poires, à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Bien, c'est la même chose dans ce domaine-ci, l'économie, que dans le domaine scientifique oui. dont on parlait. Mais pour monsieur, madame, tout le monde qui Lopez, je veux dire, c'est toujours le même principe qu'il faut essayer de détacher ses émotions. Et de garder son détacher ses émotions de la vérité qui peut nous être, qui nous rendre confortables ou inconfortables selon les circonstances, bien sûr. Vous nommez quelque chose d'important parce que c'est vrai que quand on lit quelque chose qui conforte nos valeurs et notre opinion, on y accorde beaucoup d'importance et c'est pas toujours évident de détacher. Avez-vous un truc pour vous détacher émotivement, vous, quand vous lisez quelque chose? Bien, justement, en parlant de ma blonde, je lui parle. Puis la plupart du temps, quand elle me dit « ben Pierre, ça n'a pas d'allure, cette affaire-là », bien, habituellement, elle a raison. Elle a raison, elle a. C'est ça. Elle est moins émotive que moi sur ces questions-là. Ah, OK. Oui, vous êtes plus émotif. Moi, il faut toujours que je combatte mes propres tendances. Hey, merci beaucoup. C'était Pierre Fortin, mesdames et messieurs. Wow! Hein? Ça se passe. Il nous reste le dernier, non le moindre, Alec Castonguay, qui est chef du bureau politique à l'actualité, qui est assis tout loin, tout en bleu. C'est beau, c'est un beau coin. C'est un beau coin. Et je vous donne ce micro. Je vous laisse nous lire ce texte qui est quand même un défi à lire, hein, ouais. En soi. Ben avant de le lire, je vais vous dire quelques mots quand même. D'abord, vous remercier d'être là, présent en ce vendredi soir où vous avez certainement des choses très intéressantes à faire. Alors, merci beaucoup d'être là. Ensuite, juste vous mettre en contexte un peu parce que en politique, contrairement aux exemples que Michel Rochon ou Pierre Fortin vous ont présentés, on n'a pas tant de problèmes de mésinformation ou d'informations biaisées. Ça ne veut pas dire qu'il ne manque pas un peu de nuances parfois dans les textes des grands médias ou qu'il n'y a pas des erreurs journalistiques. Ça arrive, mais la politique étant extrêmement suivie par beaucoup de journalistes de beaucoup de médias différents, parce qu'il y a des fonctionnaires, parce qu'il y a des groupes de pression, parce qu'il y a des partis politiques qui nous surveillent de très près.
une information rapportée avec peu de nuances, on se le fait dire assez rapidement. Il y a énormément de gens qui surveillent la politique, alors que des chroniqueurs scientifiques, il n'y en a pas tant que ça, et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de déceler les erreurs. Même chose pour le type d'érudition que ça prend pour être capable de faire comme Pierre Fortin le fait. En politique, ça arrive quand même moins souvent. Le gros problème qu'on a en politique actuellement, c'est la désinformation. C'est la fausse nouvelle. C'est ce qu'on crée de toutes pièces pour être capable d'essayer d'influencer l'opinion publique. Alors, ce que j'ai choisi, parce que ça existe davantage en anglais, c'est moins clair, j'ai choisi en français un message qui a été diffusé sur Facebook il n'y a pas si longtemps. Et ce type de message-là, il y en a beaucoup. C'est pour ça que j'ai choisi celui-là, qui sont construits un peu de la même manière. Et donc, on va le décortiquer ensuite. Je vous avertis, là, contrairement à mes collègues, là, ça, c'est faux. Là. Moi, je vous le présente d'emblée. C'est pas ça qu'on va essayer de décortiquer. Tout ce qui est là-dedans, à peu près, est faux. Donc, je vous en fais une lecture que j'espère pas trop rébarbative parce que je ne vais pas vous lire tous les liens là, avec les URL. Mais le titre étant... Oh, zut! Je sais. Zut! www.j. Non. Alors, attaque au camion bélier à Toronto, le complot de Trudeau exposé, censure au Québec. L'attaquant est chauve dans les photos de son arrestation, mais a une chevelure complète dans les esquisses de la cour. Comme le rapporte le journaliste, auteur new-yorkais et spécialiste en djihadisme Robert Spencer, quand l'attaquant de Toronto a été arrêté, il était chauve. Dans un sketch de cours différent dirigé par CNN, je ne sais pas pourquoi le mot dirigé là, dirigé par CNN, Alek Menassian, aucun lien de parenté avec Alek, il n'écrit pas de la même manière que moi d'ailleurs, je tiens à le mentionner. Alek Menassian ne ressemble pas du tout à la même personne. Dans les deux croquis, il a une chevelure complète. A-t-il reçu des toupets tout à fait différents? Portait-il une perruque chauve hier? Point d'interrogation. Et là, on a un texte, donc, copié-collé, traduit de Jihad Watch, qui est un blog, un site, écrit par Robert Spencer, qui, grosso modo, montre des photos lorsque l'attaquant de Toronto, au camion bélier, a été arrêté. On voit qu'il est chauve. On voit qu'il est chauve, voilà. On dirait Michel, effectivement. Est-ce que c'était toi ou... Non, c'est pas OK. Bon, deuxième photo qui montre qu'effectivement, l'homme, sur les photos lors de son arrestation, est chauve. Et ensuite, donc, le message sur Facebook poursuit en disant « Aujourd'hui, dans les esquisses du tribunal, il a une chevelure pleine. Ici, il est dans un croquis publié par l'Associated Press et géré par le New York Daily News. » Voir ici, puis on met des photos. Je ne sais pas si on peut voir donc le croquis où on montre qu'il y aurait soudainement des cheveux qui lui seraient poussés. Là, on va le voir un peu plus bas dans l'esquisse de cours, j'imagine, le temps que ça... ouais, voilà, ça va prendre peut-être une petite seconde, le temps que ça charge, voilà. Les internets. Les internets, les entrailles du web. Sinon, je pourrais essayer de vous faire un mime, mais ça serait assez mauvais. Il y a des cheveux. Voilà, alors là, on le voit donc habillé en blanc avec, ma foi, une belle chevelure qui ressemble plus à la mienne qu'à celle de Michel Rochon. Voilà. Allez. Et donc, grosso modo, je ne vais pas vous faire ouvrir tous les liens, mais c'est ça le principe, c'est qu'il y a d'autres croquis où on le voit avec des cheveux. Et là, ce qu'on dit à la toute fin, je vais aller en bas après avoir sauté tous les URL. Bon, mais dans les deux croquis, aussi disparates qu'ils soient, il a une chevelure complète. Est-ce que Alek Menassian a reçu un toupet, perruque au tribunal aujourd'hui? A-t-il reçu deux toupets tout à fait différents? Portait-il une perruque chauve hier? Ou les autorités ne sont-elles pas encore honnêtes avec nous? Encore une fois, je ne dis pas que c'est nécessairement une attaque de djihad, mais alors que les étrangetés telles que ces esquisses de cours se multiplient, nous devons nous demander ce que les autorités canadiennes tentent de cacher et quoi d'autre les autorités cachent-elles des attaques de djihad se produisent. Alors, beaucoup de choses dans ce texte Facebook, dont on ne peut pas révéler l'auteur parce qu'on a décidé de ne pas révéler les auteurs de la chose. Peut-être la personne va-t-elle se reconnaître. Donc, moi, je voulais vous poser deux questions. Oui, allons-y. On est rendu là. On est rendu là à... La manette, elle vient de rendre l'âme. C'est fini. C'est fini le temps de la manette. Mais à date, elle était très peu utile, alors je pense pas que ça fasse une grosse différence. Je profite de cette diversion pour vous lire la question. Pourquoi ce message sur Facebook a-t-il réussi... Il là là. Il là 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 là. Pourquoi ce message sur Facebook a-t-il réussi à attirer l'attention? Hein? Alec, on vous écoute. Ben, je vais y aller, je pense. Parce qu'il parle d'un attentat au Canada.
Parce qu'il contient une référence à Justin Trudeau? Parce que le titre est écrit en lettres majuscules? Ou parce qu'il affirme qu'il y a censure dans les médias? Je vous rappelle qu'il n'y a qu'un seul choix. Oui, voilà. Vous avez voté? Passons à la prochaine question. Oui. Qu'est-ce qui ajoute à la crédibilité du message? Êtes-vous prêt, Alec? Êtes-vous revenu parmi nous? Je suis revenu. Ah, voilà. C'est un peu de cabotinage, mes années d'improvisation. Alors, je suis de retour. Donc, oui, il cite une source qui semble crédible, un journaliste expert du djihad, dans ce cas-ci. Il utilise des liens URL vers d'autres articles. Il utilise la contradiction entre deux images. Il fait peu de fautes de français. Ah, intéressant. Vous avez plusieurs choix. Vous pouvez répondre plusieurs choix. Voilà. Gâtez-vous. Gâtez-vous. Êtes-vous curieux de voir les résultats? Je m'en peux plus. Mais moi non plus. Je suis un peu en place. Je me sens comme un pointeur tombé par terre. Écoute. Pareil. Pareil. Youp, est parti! Ah, si vous voyez à quel point il est maguette. Qu'est-ce qui se passe? Reset. Alec, revenez parmi nous. C'est la campagne électorale, je suis déjà brûlé. C'est pas facile. Il reste encore 5 semaines et demie. On lâche pas. Alors, attaque au... Oui. Oh! Alors, ben, il y a quand même beaucoup de gens qui ont voté parce qu'il y a censure dans les médias. Ouais. Est-ce exact, dites-moi? Oui. En fait, toutes les réponses étaient pas mal bonnes, c'est-à-dire que pour attirer l'attention, ça prend plusieurs ingrédients. Il y en avait beaucoup dans ce message Facebook-là, mais certainement le fait qu'on clame qu'il y a censure dans les médias, ça fonctionne toujours assez bien. En général, l'humain a l'impression qu'on lui cache des choses. C'est influencé par un peu de films, un peu de romans policiers, toutes sortes de situations qui fait que l'humain aime savoir des choses et il a l'impression qu'on lui en cache. Et donc, les médias traditionnels sont souvent accusés de cacher des informations. Donc, quand on commence par quelque chose, en gros, qui est censure dans les médias, on vous cache quelque chose, ça attire beaucoup l'attention. Ce qui est toujours un peu ironique parce qu'en général, les médias, tout ce qu'ils aiment, c'est révéler des choses que les gens ne savent pas. Par définition, une bonne histoire, on ne va pas la garder pour nous, on va l'utiliser. Mais je ne sais pas pourquoi les gens pensent qu'on garde ça pour nous puis qu'on les cache. Mais c'est vrai que c'est un réflexe naturel et ça joue beaucoup dans la perception des gens. Et on a clairement ici ce qu'on appelle en langage de désinformation ou de mésinformation un biais de confirmation. C'est-à-dire que si on voit un message sur Facebook ou même une nouvelle dans les médias et qu'on a l'impression qu'elle renforce ce qu'on croit déjà, on va la partager. On est porté à croire ce qu'on croit déjà. Certains peuvent appeler ça des préjugés aussi, mais en général, on est porté à davantage partager ce qu'on croit. Et inversement, quand on ne croit pas quelque chose, plus rapidement, on passe à d'autres choses, on vérifie moins. Alors, ça, c'est clairement un cas de ce qu'on appelle un biais de confirmation. Les gens pensent qu'on leur casse des choses, donc ce qui est écrit là doit forcément être vrai. C'était la première des deux questions. La solution faudrait comme un peu se permettre de sortir de notre zone de confort de temps en temps. Il y a plus. Je vais passer à la deuxième question, puis je vais tout vous donner les petits trucs à la toute fin. Vraiment? Vous êtes d'une générosité? Je suis comme ça, moi. Quand je ris pas, j'ai des choses intéressantes à dire. Allez-y. Je l'ai tellement détruit, le pauvre. Je veux dire ça. On va déduire de votre Donc, alors, deuxième question. Oui. Attaque au camion bélier à Toronto, qu'est-ce qui ajoute à la crédibilité du message? Évidemment, c'était pas le fait qu'il fasse peu de fautes de français. Je le soulignais parce que c'est rare que des messages Facebook font peu de fautes de français. Je trouvais ça... Il fallait donner ça quand même à la personne, elle s'était forcée. Sinon, toutes les autres réponses sont vraies. Vous avez donc bien fait vos devoirs et bien répondu. Parce qu'effectivement, lorsqu'on semble citer une source crédible, Camille en a parlé au tout début, un journaliste expert du djihad, ça renforce la crédibilité du message. Quand on utilise des URL, les gens se disent il y a des sources, donc c'est certainement quelque chose d'intéressant. Puis en plus, on utilise l'image. Et l'image, c'est extrêmement puissant. Si on est capable de montrer deux images différentes, les gens se disent c'est sûr qu'automatiquement, c'est vrai. Or, les apparences peuvent être assez trompeuses quand même, parce que dans ce cas-ci,
Jeff Yates, qui fait un travail formidable à Radio-Canada comme vérificateur de faits, chasseur de fausses nouvelles, qui fait un peu le travail que Camille fait avec nous, a décortiqué cette information-là qui venait de Jihad Watch en question. Et grosso modo, il a parlé aux personnes qui avaient fait les croquis de cours. Et la seule réponse que les dessinateurs ont fait, c'est « Écoutez, on avait 5 minutes pour faire le dessin. » Il y avait un début de repousse, le monsieur, parce qu'évidemment, entre la comparution et quand il a été arrêté, il y a plusieurs heures qui s'écoulent et on n'était pas capable de dessiner correctement la repousse. Alors, on lui a fait un peu plus de cheveux que la réalité. Donc, il n'y avait pas une volonté d'avoir une information particulièrement trompeuse. C'est que les dessinateurs sont limités dans le temps qu'ils ont et dans leur capacité de dessinateur. Alors, c'est ce qui explique la disparité entre les photos et les croquis. Évidemment, l'utilisation des images par Jihad Watch, eux, essaient de montrer que, dans le fond, c'était pas une attaque au camion bélier qui était par quelqu'un qui était finalement un incel, qui avait de la difficulté avec les femmes, qui était dans la manosphère. C'était plutôt quelqu'un qui était un djihadiste qu'on voulait leur cacher. Alors qu'en réalité, ça n'avait pas de lien. Mais le pouvoir de l'image, ça, c'est l'une des choses qu'on voit souvent en désinformation politique, c'est que les gens font des montages photos, trafiquent les photos ou alors prennent une image et rajoutent du texte à côté pour multiplier l'effet. Quand il y a des images, les gens y accrochent, les gens y adhèrent, ça renforce l'effet du message. Lui, il l'a clairement bien utilisé dans son message Facebook. En plus que d'utiliser des liens, je le disais, vers des URL qui ne sont pas plus crédibles. Ça reste des liens. Même si ça mène sur Jihad Watch, ça ne veut pas dire que Jihad Watch est crédible, c'est juste que c'est un lien. Mais les gens ont l'impression que c'est des sources parce qu'on met ce type de lien-là. Alors voilà, c'est ce qui complète donc mes deux questions. Je voulais revenir donc, comme Julie le disait, sur les manières de... Il me reste encore du temps? Ben oui. Je peux même rire un peu, parfait. Ouais, alors, vous pouvez même respirer. Oh, ça fait du bien, ça, quand même. Ça aide à vivre. Donc, comment on fait pour se prémunir lorsqu'on voit ce type de message-là apparaître, pour être capable de décoder s'il y a une once de crédibilité ou non? D'abord, vérifier si la personne qui publie ce type de message-là publie toujours ce type de message-là. Généralement, c'est comme une mitraillette, ça vient en séquence. Hein? Ça veut dire que s'ils font toujours le même type de message, il y a un objectif derrière ça. Alors, il y a... C'est assez simple. Là, on ne sait pas c'est qui, mais vous cliquez, vous allez voir les autres messages. S'il est toujours en train de parler du djihad qui est censuré par les médias, vous avez déjà une bonne idée de la ligne de pensée de cette personne-là. Ça, c'est un truc assez simple. Ensuite, quand ça commence par censure, on essaie de vous cacher quelque chose. Déjà, ça devrait certainement allumer une lumière jaune, peut-être rouge même, dans votre façon de voir, de lire ce qui suit ensuite. Diversifiez vos sources d'information. Ça a l'air nono, on le répète tout le temps. Mais c'est sûr que si vous vous fiez toujours au même contact que vous avez sur Facebook, au même fil Twitter, il y a un effet de bulle qui se crée. On a l'impression qu'effectivement, tout le monde pense de la même manière. Changez un peu votre fil Twitter, changez votre fil Facebook, allez voir d'autres médias. Je ramène toujours le même exemple. Pendant la crise étudiante de 2012, mon meilleur ami ne comprenait pas pourquoi le gouvernement s'entêtait alors que 95% de la population était contre la hausse des frais de scolarité. Je lui répétais de tort. Quand on regarde les sondages qui sont faits par des firmes crédibles comme Léger, comme Crop, au contraire, la majorité de la population est d'accord avec la hausse de scolarité. Il n'y croyait pas parce que lui, dans son fil Twitter et dans ses amis Facebook, c'était tous des gens opposés à la hausse. Et lorsque la crise s'est terminée, il a modifié son fil Twitter et ses amis Facebook pour être capable d'avoir un peu plus de diversité. Je pense qu'il s'en porte mieux aujourd'hui. Oui, c'est ça. Je voulais prendre des nouvelles. Ben oui, il va bien. Il va quand même bien. Il est encore sain d'esprit, mais je me souviens d'avoir eu des conversations épiques avec lui sur ça. Et ça, cet effet de bulle-là, il est amplifié par le fait qu'on est vraiment mis en contact avec généralement des gens qui pensent comme nous sur les réseaux sociaux. Alors, ça ajoute à l'effet de bulle. Et en terminant, si on vous cite des experts dont vous n'avez jamais entendu parler, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des gens très intéressants. Ça veut juste dire qu'il faut vérifier qui est l'expert qu'on vous cite. Ce n'est pas parce qu'on présente M. Spencer comme étant un journaliste, auteur new-yorkais et spécialiste du djihadisme que c'est effectivement ce qu'il est. Il est aussi quelqu'un qui est plutôt dans la sphère des suprémacistes blancs et anti-islam. Alors, ça fait partie du contexte. Ça ne veut pas dire que ce qu'il dit n'est pas intéressant, mais il faut savoir qu'il a un biais à la base lorsqu'il raconte ses histoires. Et ça, il faut donc s'informer un peu plus pour savoir si les sources qu'on cite sont crédibles. Ce n'est pas parce qu'on a une source qu'elle est automatiquement crédible. Voilà. Quel esprit de synthèse? Je ne sais pas. Ça a bien été, oui. Okay. Ça a bien été? Tant mieux. Je pense qu'on peut l'applaudir. Mais la petite manette, là, ouf! Ouf là là!
Je vous la donnerais bien en souvenir, mais elle ne m'appartient pas. Mais je vous invite quand même J'aurais beaucoup trop de plaisir avec elle. Ben, je la laisse. Est-ce qu'on peut vraiment avoir trop de plaisir? Le débat est lancé. Non, je vous invite à vous asseoir. On vient encore de le perdre. Seigneur. Asseyez-vous au bout, s'il vous plaît. J'inviterai Michel Pierre ainsi que Camille à se joindre à nous à nouveau, puisque nous allons passer une période de questions. Oui, on fait ça. Discussion avec le public. Discutons avec le public. Discussion avec le public. Moi, je sais pas, ça me tentait de faire un interlude. Alors, on a campé quand même un contexte. Merci. Juste avant de parler du contexte, j'aimerais vous remercier encore de vous être prêté au jeu qui n'était pas nécessairement évident parce que quand on est expert, hein, vous êtes quand même des experts, je pense qu'on peut dire ça. Vous êtes toujours là? On est toujours présent. J'ai eu un doute. Vous êtes des experts, donc on est un peu collé sur l'arbre des fois. Donc, c'est quand même tout un exercice de vous mettre dans la peau de quelqu'un qui n'a peut-être pas toutes les informations que vous avez. J'espère que ça vous outille quand même un peu, que ça a allumé des lumières jaunes et ou rouges, comme pour citer Alec. Oui? Hey, vous pouvez répondre. Hein? Même si vous n'avez pas de micro, c'est correct. Vous pouvez répondre. Et j'ai envie, en fait, qu'on ouvre la discussion un peu avec vous, justement, pour vous faire réagir. Je vous apprends rien en vous disant qu'on est en début de campagne électorale. Et puis, on s'attend à recevoir beaucoup d'informations hein, de différentes acabits. Ça a déjà commencé. Moi, j'ai déjà vu des trucs apparaître quand même qui me semblaient assez biaisés. Et comment on s'outille pour mieux distinguer si l'information est fiable? On a partagé quelques trucs. On peut poser, je vous invite à poser des questions aux journalistes et puis on ouvre la discussion, on parle franchement. Hein? Levez votre main. Oui, on va vous apporter un micro parce qu'on a ça, des micros. Puis M. Quirion, si jamais vous voulez parler. Parce que des fois, ça vous arrive. Non, mais des fois, ça vous arrive. Des fois, ça vous arrive. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Il y a un micro à l'avant que je pourrais vous amener. Ça vous va? Alors oui, monsieur, je vous écoute. On vous écoute, en fait. Bonjour. Aux États-Unis, ils ont un genre de site, je crois, qui répertorie qu'est-ce que Trump dit. Il faut citer c'est vrai ou faux ou quoi que ce soit. Y a-t-il quelque chose de semblable au Canada? Pour Trudeau? Qui pourrait être applicable pour la campagne politique qui s'en vient? Passe-le. Est-ce que vous parlez de Snopes? Est-ce que vous parlez de PolitiFact? OK. Aux États-Unis, ils ont quand même... Ils ont un répertoire qui dit comment... Ils répertorient tous les mensonges de Trump depuis le début. Washington Post fait un répertoire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors oui, ces sites-là existent aux États-Unis, c'est vrai. Au Canada, je dirais que c'est plus de média en média et je dirais aussi que les déclarations de M. Trudeau sont un peu moins controversées que celles de M. Trump, donc il y a moins de... Pas qu'il y a moins de surveillance, mais disons qu'il y a moins d'attention par rapport au fact-checking de ce qu'il dit. Il y en a quand même, surtout dans les médias anglophones. Toronto Star et BuzzFeed, en ce moment, ont une alliance pour, à l'approche de la campagne électorale pour surveiller ce qu'ils disent. Côté francophone, il y a les décrypteurs à Radio-Canada avec Jeff Yates. Il y a l'agence Science Presse qui en fait beaucoup. Et des fois, il y a des déclarations politiques qui se mêlent à la science là-dedans. Donc, le vérificateur de rumeurs peut aussi s'en charger. Il y a l'actualité, moi qui en fais. Et il y a l'agence France Presse qui maintenant a une section à Montréal pour la vérification de faits. Mais oui, c'est surveillé et ce ne sont pas seulement les vérificateurs de faits qui s'en chargent. Les journalistes qui suivent la campagne politique de très près s'en chargent aussi. Mais s'il y a un répertoire un peu à la Trudeau Watch, non. Merci, ça nous aiguille déjà. D'ailleurs, oui? c'est parce que ça n'existait pas non plus aux États-Unis avant Donald Trump. Tu sais, il y a comme un phénomène, cet homme, qui fait en sorte qu'on crée des registres. Oui, c'est ça. Au Québec et au Canada, c'est moins courant, mais en campagne électorale, c'est assez serré quand même. Là. Puis les journalistes qui suivent ça depuis longtemps sont rapidement capables de déceler quand il y a des faussetés qui se disent. Je vous en donne une là, en 3 jours de campagne électorale.
Andrew Scheer a commencé à dire que 81% de la classe moyenne au Canada payait plus d'impôts depuis que Justin Trudeau était au pouvoir. Puis assez rapidement, les journalistes qui ont fait les études se sont rendus compte que c'était complètement faux. En fait, ils utilisent une étude de l'Institut Fraser qui avait omis d'ajouter l'allocation canadienne pour enfants, qui est quand même un programme de presque 5 milliards de dollars. Là. Et quand on le met dans l'équation, bien, soudainement, la baisse moyenne par habitant de la classe moyenne au Canada est comme de 2 000 $. Il n'y a pas de hausse, au contraire. Trudeau a réussi à faire baisser le fardeau fiscal de la classe moyenne, mais si tu prends juste l'Institut Fraser qui a fait une étude biaisée, tu arrives à ce type de déclaration-là, mais ça a pris 24 heures, puis la presse et Radio-Canada a fait des textes là-dessus. Alors, c'est juste qu'il n'y a pas d'endroit centralisé pour les avoir, mais tout le monde va faire des petites vérifications par-ci, par-là pendant la campagne. Vous ne seriez pas d'accord avec moi, vous ne seriez pas d'accord avec moi pour dire qu'une grosse majorité des électeurs vont accrocher sur, dans ce cas-là, qu'est-ce que Scheer a dit, ouais. Puis qu'est-ce que les journalistes ont décortiqué, ils n'accrochent pas. S'il y avait un genre de centrale qui dit c'est faux, c'est vrai, c'est faux, que le monde puisse aller voir plus tard. Ça serait peut-être éventuellement une idée intéressante de collaboration intermédiaire où après que le texte a été publié à quelque part, si la presse fait le travail, si l'actualité fait le travail, que tout ce qui est vérification de faits en est dans un site centralisé où les gens pourraient tout aller les voir, ces textes-là. Ça serait beaucoup plus facile parce qu'il y en a qui effectivement ne lisent pas au même moment, puis il y a des endroits différents. On va pas proposer ça à Charles qui va pouvoir parler à ses collègues éditeurs des autres médias, mais j'aime l'idée en fait. Je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, ça pourrait centraliser tout ce qui se fait, puis on pourrait s'aider entre nous pour donner l'information à la population. C'est une bonne idée en fait. Je voudrais interjeter quelque chose. Interjette appel, Pierre, vas-y. Quand vous voyez le mot « institute » avec un organisme, faites attention. Okay? Le Cato Institute à Washington, le Fraser Institute à Vancouver, l'Institut économique de Montréal à Montréal, ou l'Institute of Economic Affairs à Londres, forment un réseau international de groupes de semi-chercheurs qui défendent, quoi qu'il arrive, l'importance de confier la solution des problèmes économiques à l'action libre du marché. Bon, moi, j'ai passé ma vie à défendre le marché, là, mais quand même, avec le temps, comme je disais tantôt, j'écoute ma blonde des fois, là, je veux dire, il y a un certain pragmatisme qui doit présider à ça. Ce que ces organismes-là disent est loin d'être toujours faux et souvent utile et précieux. Cependant, il faut toujours garder à l'esprit qu'ils vont vous chercher à vendre leur salade. Merci de cette spécification. Les institutes, n'oubliez pas ça. Les institutes, pas institut. Institute. Institut aussi. Tout dépend de comment on le prononce, mais oui. Monsieur? Oui, bonsoir. Je voudrais remercier les organisateurs. Je pense que ce soir, on a adressé un des leviers pour essayer de guérir ces désinformations, qu'est l'esprit critique ou la métacognition des lectrices et des lecteurs, mais il y a d'autres facteurs qui sont plus propres au journalisme ou peut-être politique. Par exemple, spécifiquement au Québec, les médias sont concentrés aux mains d'un Duplessis postmoderne qui construit une sorte de grande blancheur. Il y a aussi les médias sociaux qui opèrent sur nous une certaine ingénierie cognitive, nous habitués aux vidéos, aux images, tout d'un coup on a moins d'attention pour lire les textes. Mais il y a aussi un peu des pressions productivistes à cause du néolibéralisme, auxquelles sont soumis malheureusement aussi les journalistes. Donc ma question, est-ce que de la littérature ou de la pratique, il émerge des modèles économiques ou des modèles de fonctionnement où on peut allier qualité d'information et pérennité des institutions journalistiques? Est-ce que vous voulez qu'on répète la question? Parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Vous exprimez quand même, oui, peut-être juste... Donc ma question, c'est que une des causes des informations, selon moi, vous me direz que vous êtes d'accord, c'est que les journalistes sont de plus en plus pressés à écrire à beaucoup produire parce qu'il y a des pressions de coûts sur les organes de presse. Donc moi, ce que je pose comme question, c'est qu'il y a une sorte de modèle économique ou un modèle de fonctionnement qui permet aux organes de presse d'allier pérennité, mais aussi qualité d'information, déontologie. Si je peux être pragmatique, vu que j'ai pratiqué 35 ans, à l'époque où je travaillais avec un dactylo et un téléphone, c'est tout ce que j'avais. On a beaucoup augmenté la cadence de production. Alors, il y a deux facteurs fondamentaux qui régissent l'industrie de l'information, le temps et l'argent.
Et moi, là, avant, je produisais un reportage par jour. Quand j'ai pris ma retraite il y a 2 ans, je produisais 2 reportages, 3 directs, un texte web, une entrevue à la radio sur le même sujet dans la même journée. Puis je tweetais en plus, et si je pouvais prendre une photo pendant la conférence de presse en plus. Alors, c'est certain qu'à ce rythme-là, je n'ai pas le temps de faire des choses que je faisais il y a 35 ans, c'est-à-dire en sortant du piège à con, qui est une conférence de presse, de prendre le téléphone et d'aller chercher de l'équité journalistique et de l'équilibre journalistique et d'aller voir ce qu'en pense l'opposition ou ce qu'en pense l'autre entreprise ou ce qu'en pense le gouvernement. Alors, je me retrouve à être... à partir de 11 h le matin, à partir de midi, à partir de 2 h, à partir de 4 h, à partir de 5 h, jusqu'à Céline à 7 h le soir, dans une prison où je ne suis pas en train de bonifier mon travail, mais je suis multiplateforme. Et ça, c'est dû, entre autres, avec l'arrivée de CNN il y a longtemps. Et, bon, on a commencé en télévision à faire ça, mais là, avec l'arrivée des médias sociaux, tout le monde le fait à vitesse grand V. Donc, moi, je pense qu'il y a un problème qui est fondamental dans l'exécution de notre job et que les patrons de presse ne peuvent pas faire mieux. Alors, dans des grandes entreprises comme l'Actualité ou comme Radio-Canada, on peut dégager une équipe pour faire la vérif de fait. Ça, c'est fondamental. Quelqu'un, en tout cas... Oui, ou dans des entreprises de presse sérieuses qui veulent au moins faire l'effort de dire, bon, on n'ira pas à 500 000 à l'heure tout le temps, là, on va en sortir un de l'autoroute, on va prendre la sortie, puis lui, il va regarder le trafic qui passe, puis il va l'analyser. Alors, je pense que c'est de ça qui manque de plus en plus. Est-ce que tout ça va s'effondrer? À quelle vitesse allons-nous continuer à courir vers l'avant sans jamais réfléchir? Ça fait le bonheur des leaders, ça fait le bonheur des gens au contrôle, que l'on n'ait plus ce temps de réflexion, de mise en nuance. Et finalement, c'est vous qui payez le prix, parce que quand vous voyez quelque chose, vous n'avez plus la perspective que vous aviez jadis. Puis là, vous commencez à questionner, mais wow, il est juste allé voir l'Institut Fraser. Comment ça qu'il n'est pas allé voir, je ne sais pas moi, l'INSPQ ou une autre entreprise qui, elle aussi, fait de la cognition et de la méta-analyse? Parce qu'il n'y a pas le temps. Il n'y a tout simplement souvent pas le temps. Alors, je ne sais pas, là, je vais arrêter de parler, je vais parler des heures, je vais laisser mes collègues continuer cette réflexion. Rapidement, juste pour dire que ça dépend du média, en fait. Oui. Parce que la réalité de Michel, elle existe dans les quotidiens, elle est un peu différente dans un magazine comme le nôtre. Pour faire mon portrait d'Andrew Scheer, j'ai passé presque 3 semaines avec lui, ce qui permet à un moment donné de comprendre le personnage, je parlais à 17 ou 18 personnes, des gens qui ont grandi avec lui, je parlais à sa sœur, et ça prend du temps à faire. Ça a une grande valeur. Le problème, c'est qu'actuellement, les gens ne sont plus habitués à payer pour cette valeur-là. Alors, il faut les réhabituer à dire, si vous voulez qu'il y ait des journalistes qui aient le temps de faire bien leur travail, il faut que vous vous abonniez à leur contenu, il faut que vous abonniez au magazine, vous abonniez au forfait numérique, parce que le tout au clic fait en sorte qu'effectivement, le rythme de production est très, très élevé. Nous, on a choisi un modèle différent. On a les mêmes difficultés qu'avec les autres médias en termes de revenus. Mais on a pris un modèle qui fait que je viens d'écrire « Comment va le Canada ». J'ai écrit presque 6000 mots, 14 pages de magazine pour vous. Je suis allé en Alberta, je suis allé en Vancouver, je me suis promené pour aller vous expliquer pourquoi dans l'ouest du pays, on est à ce point fâché contre le reste du Canada. Ça coûte de l'argent à m'envoyer en Alberta. Charles est assis ici, puis c'est sûr qu'il trouve ça fatigant quand la facture arrive. J'aurais pu rester puis écrire, pendant le temps où j'étais là-bas, j'aurais pu écrire probablement 12 textes pour le web qui auraient fait un paquet de clics, mais vous n'auriez pas eu la connaissance que j'ai. Vous n'auriez pas eu Jason Kenney en entrevue, puis vous n'auriez pas eu l'autre premier ministre. Puis, c'est compliqué actuellement ce qu'on vit. On essaye de faire la plus grande qualité possible avec les moyens qu'on a. Puis on essaie de réhabituer les gens à payer pour cette qualité-là. Puis c'est un peu la faute des médias, on les habitue à ne pas payer. C'est un peu notre problème, mais bon. Voilà. Je crois qu'on a le temps pour une dernière question. Monsieur, à l'arrière, on vous écoute. Ma question, c'est pour Camille Lopez. Tantôt, vous avez parlé que, quand vous avez parlé de l'article, vous avez parlé qu'il y a plusieurs banques de données, comme vous avez parlé de Mother Jones. Oui. Moi, je voudrais savoir, c'est quels critères qu'un journaliste vérificateur de faits utilise pour déterminer la fiabilité d'une banque de données? Ah, bonne question. Alors,
Ça dépend vraiment de quoi qu'on parle. Dans ce cas-là, Mother Jones, premièrement, il faut aller à la source. C'est quel genre de média? Est-ce que c'est un média fiable? Mother Jones, c'est un média indépendant, il est fiable. Ensuite, je suis allée voir si c'est un média qui... faut aller voir... Mais je vais recommencer. Tout est dans la méthodologie avec laquelle ils collectent leurs données. Et ils sont très transparents dans leur définition de ce qu'est une tuerie de masse. Alors, quand ils vont aller collecter leurs données, ils vont dire pourquoi ils ajoutent un événement à leur banque de données. Et ils vont dire pourquoi ils n'ajoutent pas un nouvel événement à leur banque de données. Alors, quelqu'un qui arrive et qui dit « il y a eu un règlement de compte à X place », il y a eu plus de 4 morts, ce qui rentre dans la définition d'une tuerie de masse selon le FBI. Pourquoi tu ne l'as pas mis dans ta banque de données? C'est biaisé. Alors, Mother Jones peut se baquer, peut expliquer que, et non, à cause du contexte dans lequel il y a eu cette tuerie-là, on ne le met pas. Ils vont toujours avoir une explication derrière leurs chiffres. Et je pense que pour toutes les bases de données ou même toutes les sources ou toutes les statistiques qu'on va chercher, il faut connaître la méthodologie. Une source fiable va expliquer ses démarches de manière très claire, très transparente et vulgarisée pour que tout le monde puisse lire ces chiffres-là avec le plus de clarité possible. Alors, voilà. Et pour cette banque de données-là, j'ai pas dit que Mother Jones, c'était la meilleure base de données. J'ai juste dit que c'était une base de données qui expliquait clairement c'était quoi leur définition d'une tuerie de masse et qui nous donnait des chiffres et que nous, on savait quoi faire avec ces chiffres-là. Contrairement à l'article que je vous ai présenté, qui a été publié dans un média conservateur, ces chiffres-là étaient présentés, si vous me permettez l'expression, tout nus. On ne savait pas à quoi ils se référaient. Pourtant, c'est ce qui est plate, parce que la base de données sur laquelle ils s'appuyaient, ce n'est pas une mauvaise base de données. C'est juste que ces chiffres-là ont été utilisés par quelqu'un qui était, disons-le, malhonnête pour faire valoir un point, pour faire parler des chiffres. Alors, pour éviter de tomber dans le panneau, pour éviter qu'on nous mène en bateau, pour éviter qu'on nous présente des chiffres comme ça pour faire valoir une certaine opinion, il faut connaître le contexte. Ça fait 12 fois que je le répète. Il faut connaître le contexte dans lequel ces chiffres-là ont été cumulés. Merci beaucoup. Ça vous aiguille un peu plus. Voulez-vous ajouter quelque chose, M. Fortin? J'ai senti un spasme d'enthousiasme. Quelque chose s'est passé. Ah, je commence à avoir faim. Mais c'est des choses qui arrivent, puis c'est très bon signe, je crois. C'est santé. Peut-être qu'on devrait aller manger, tous et toutes. Oui. Mais avant, j'aimerais une fois de plus vous remercier, Alec Castonguay, Camille Lopez, Michel Rochon, ainsi que Pierre Fortin. On les applaudit. Merci d'avoir été parmi nous. Merci aussi à Charles Grandmont et M. Rémi Quirion. C'est un plaisir de vous avoir eu avec nous, vraiment. Merci pour l'initiative d'avoir organisé cet événement. Merci au bureau chef du scientifique, au bureau du scientifique en chef du Québec, ainsi qu'à l'Actualité. Merci à vous à la maison d'avoir été avec nous. On espère que vous aussi en salle, vous avez été un peu plus aiguillés pour aiguiser votre sens critique, parce que je pense que pour les 5-6 prochaines semaines, on va en avoir besoin plus que jamais. C'est possible, hein? N'oubliez pas de vous réabonner à l'Actualité. Oh! Il l'a dit! Abonnez-vous, parce que ça se finance, ça se finance de la nouvelle de qualité. Puis merci, Alec, pour la spécification, parce qu'on a tendance à perdre ça un peu de vue à un moment donné, que justement, la rapidité peut nous mener dans moins de qualité et beaucoup plus de billets. Donc, oui, merci pour tout ce travail que vous faites tous et toutes pour nous amener le plus de vérité possible. On est friands de ça. Et je veux organiser un événement. Voulez-vous venir? C'est ma fête. Non, c'est pas vrai. Soutien à l'organisation, Gabriella Birsan, Julien Chapdelaine, Julie Dirvimer, Julien Fradette, Andréane Légaré-Pépin, ainsi que Camille Payan et toute l'équipe de Luc Laflamme à la web diffusion. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de soirée et bon sens critique. Ça a été un plaisir, Julie Dionne, d'être avec vous. Merci. Merci à Julie Dionne d'être animatrice.